Avez-vous déjà entendu parler des expositions universelles? Moi qui ai la tête dedans depuis des mois, j'ai voulu poser cette question aux personnes autour de moi. Et j'ai eu 2 catégories de réponses. La première, de quoi tu nous parles encore? C'est encore un truc complotiste? Et la deuxième catégorie de réponse, c'est ça aurait pas un rapport avec la Tour Eiffel? Et effectivement, la Tour Eiffel a bien été inaugurée pour l'exposition universelle de Paris de 1889. La Dame de Fer en était sa pièce maîtresse. Beaucoup de gens ont entendu l'idée que la Tour Eiffel était censée être temporaire et démontée à la fin de l'exposition. Mais ce qui est moins connu, voire totalement occulté, c'est qu'elle faisait partie d'une exposition bien plus grande. Le palais du Trocadéro y a été construit. Un palais aux proportions immenses, une splendeur architecturale atypique, avec ses 2 grandes tours et son apparence orientale. Également, il a été construit un complexe impressionnant juste derrière la Tour Eiffel. Voici une photo prise de la Tour Eiffel, un palais de l'électricité, un bâtiment tout droit sorti d'un film. À l'arrière, des halls d'exposition disproportionnés. Les bords de Seine et les alentours de la Tour Eiffel se sont vus garnir de dizaines, voire de centaines de pavillons, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Même un globe géant a été inséré. Mais ce n'est pas tout. Une zone d'exposition incroyable a aussi été édifiée. Voici à quoi elle ressemblait. On a même du mal à reconnaître la capitale. On y a également construit une porte, la porte principale de l'exposition. Une pure merveille, avec ce design si spécifique. Derrière la porte, on y a même ajouté un grand et un petit palais. Un grand palais fait de pierre et de verre, et le petit d'une grâce rare, aux 1000 détails et ornements. Mais ce qui est encore plus impressionnant pour moi, ce sont ces pavillons le long de la Seine. Des dizaines de bâtisses en hommage aux différents pays. Petite sélection avec celui de l'Italie, avec l'église emblématique de Venise, une reproduction d'un château hongrois, un Capitole en hommage aux États-Unis. Cette splendeur pour représenter le pavillon belge, le pavillon russe, représentant la place rouge, le pavillon du Chili avec cette beauté, celui de l'Allemagne avec un véritable château. Le pavillon bleu, censé représenter le futur de l'architecture. Pourtant, on est très loin de ce que nous imposent les architectes d'aujourd'hui. Quelle prouesse pour ce peuple de la fin du 19e siècle. Et dire que je n'ai même pas parlé de la Dame de Fer. Quand on pense qu'à l'époque, l'électricité était encore très peu répandue. De pouvoir accomplir toutes ces splendeurs. Quand on réfléchit au nombre d'ingénieurs, du nombre de travailleurs que cela nécessite, des ressources que cela demande, des voies d'acheminement nécessaires, d'usines qui ont été créées. Et on ne parle pas d'usines modernes, celles qui peuvent faire à la chaîne les mêmes pièces encore et encore. On parle ici d'une infinie complexité. Chaque pièce est de taille et de forme différentes. Le nombre de matériaux aussi divers que lointains. Quel savoir-faire avaient ces habitants? Il faut imaginer leurs moyens de communication et transport très limités. Mais après tout, pourquoi pas? C'est peut-être l'alliance et la mise en commun des plus grands efforts, des meilleurs dans le domaine. Qu'il ne s'agit que d'un événement isolé et que son caractère exceptionnel rendait finalement tout ça explicable. Mais pour en avoir le cœur net, revenons plusieurs décennies en arrière et retraçons l'histoire des expositions à travers le monde. Direction Wikipédia et la première surprise, la France est l'une des nations qui a fait le plus d'expositions. À partir de 1798, on en compte plus d'une douzaine. 1802, 1806, 1819, 23, 27 et enfin l'exposition de 1834 et 1839, les premières sur lesquelles on va s'arrêter. 1834, exposition industrielle, Paris. Nouvelle surprise, la page en français n'existe pas. Enfin si, il y en a bien une, celle-ci, sur laquelle on retrouve presque rien. 1834, la date, le nombre d'exposants, sinon rien. Référence nécessaire, tu m'étonnes. Donc que nous dit la page anglaise traduite de Wikipédia? 4 grands bâtiments ont été conçus et érigés place de la Concorde. Située dans le 8e à Paris, elle est très connue des Parisiens mais surtout des touristes pour sa fontaine et son obélisque. Ce monument a été transporté tout droit d'Égypte. L'opération, véritable prouesse technique. Faut les imaginer en 1830 en train de découper un monolithe de granit rose de 230 tonnes, mesurant plus de 22 mètres, et ensuite de le transporter d'Égypte à Paris avec des chevaux et des cordes. Donc on nous dit que ça a été réalisé en 1836, mais je comprends pas bien. En 1834, sur le dessin qu'on nous fournit, l'obélisque est déjà présent. Mais passons, vous allez voir qu'on n'est pas à une incohérence près. Donc cet événement a eu lieu entre la Madeleine et le Palais Bourbon. La Madeleine, en fait, c'est une église. Et non, ce bâtiment n'est pas un temple grec sorti de l'Antiquité, mais bien une église construite dans l'époque moderne. Véritable splendeur architecturale. Elle est longue de 108 mètres, large de 43, haute de 30 mètres et ceinturée par 52 colonnes. Avec ses multiples dômes, coffrages et colonnes massives. Il y a quelques années, la ville de Paris a entrepris des travaux de rénovation. Enfin plutôt de nettoyage, d'un simple nettoyage. Des années juste pour nettoyer la pierre. Alors imaginez faire ce bâtiment massif. Mais il y a aussi le Palais Bourbon. Le Palais Bourbon, c'est aussi l'autre nom de l'Assemblée nationale.
Une nouvelle fois, ceci n'est pas un temple romain, mais bien un bâtiment administratif français. Beaucoup de gens connaissent sa façade, mais moins l'arrière. Là, on se retrouverait presque en Égypte. Et qui dure de l'intérieur. Tout y est incroyable. Du sol au plafond, ce dôme en glace et en verre. Mais revenons à notre exposition de 1834. 4 grands bâtiments ont été conçus. Chaque bâtiment était divisé en 4 allées de 13 mètres, contenait une cour de 50 mètres sur 21. Voici donc les 4 structures fabriquées pour l'occasion. Il n'y a que 2 dessins qui nous proposent une vue générale. Celui-ci et l'autre très similaire avec des traits grossiers. Plutôt impressionnant pour des structures éphémères. Quand on pense aux préfabriqués qu'on construit aujourd'hui, avec de la tôle de faible qualité. Oh, et si vous vous demandez ce que sont les 2 énormes bâtisses derrière, ce sont 2 constructions symétriques, vieilles de 300 ans. L'un pour le ministère de la Marine et l'autre pour un hôtel. Ici on les voit et on n'est pas sûr s'il y a quelque chose derrière. Pourtant sur cette photo il y a clairement des immeubles. Alors pourquoi ce dessin enfantin sans perspective? Où étaient les artistes de qualité? Sur le côté du dessin, on voit déjà des immeubles présents. Les voici aujourd'hui. Ce sont les immeubles haussmanniens. Et ceci est la rue de Rivoli. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils sont censés avoir été construits plus de 20 ans après l'exposition. Cette partie de Paris a été l'une des premières refaites dans les travaux haussmanniens. Pourtant, ils sont bien présents sur le dessin. De quand datent réellement ces immeubles? Pourquoi sur un seul dessin pouvons-nous autant nous questionner sur la chronologie de la construction de Paris? Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, il existe une vidéo sur ma chaîne dédiée à la période haussmannienne. Enfin bref, les voici ces bâtiments d'exposition. Admirez les portes massives. Il n'existe que 3 dessins de ces bâtiments. En tout cas pour moi, ça fait très peu temporaire. Mais surtout, c'est difficile de concevoir qu'en 1830, le peuple à charrette a pu construire ça pour une exposition de 2 mois. Mais passons cette exposition parce que vous allez voir, on arrive sur du croustillant. 1844, expo industrielle. Toujours aussi vague, il y avait près de 4000 exposants, il y avait des produits artisanaux bizarres. Le roi venait chaque lundi pour examiner des pièces. Et là où ça commence à être intéressant, c'est cette représentation. Regardez bien le dessin. Pas impressionnant et vraiment pas précis, hein. Regardez un autre dessin que j'ai trouvé. Admirez la taille du bâtiment. Tous ces pavillons sur le côté, même dans les jardins. On voit ici que l'exposition s'est tenue dans une structure temporaire sur les Champs-Élysées. Un super bâtiment destiné à être rasé. Et j'ai trouvé cet autre dessin. Ce que je comprends pas, c'est où sont les autres constructions qu'on a vues précédemment. Ici, on voit très clairement que des choses ont été rajoutées sur les côtés ici. Alors pourquoi ce dessin? Derrière, on voit bien ce monument, présent également sur ce dessin. Cette méga structure, c'est l'hôtel des Invalides. Construit en 1670, ça paraît tout à fait logique. 200 ans avant, un peuple encore plus primitif, et ils étaient capables de faire ça. Finalement, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a eu un dessin de la première édition en 1844 et l'autre dessin 1849. Et on peut réellement se questionner sur l'échelle de ce dessin. Est-ce que cette fontaine était géante ou cette structure plus petite qu'elle n'en a l'air? Au vu de la comparaison avec la porte centrale, on peut s'imaginer des dimensions bien différentes. Quelle taille faisait ce bâtiment? Je pense qu'il était bien plus grand qu'on veut nous le laisser entendre. Enfin voilà un petit résumé. Ce qui m'a le plus choqué, et je vous invite à faire vos propres recherches, c'est qu'il n'existe quasiment aucune information sur ces expositions. Mais passons parce que nous voilà enfin arrivés à un gros morceau. Londres, Royaume-Uni. En 1851, l'Angleterre va marquer les esprits en réalisant pour la toute première fois un palace fait de métal et de verre. La reine Victoria est alors au pouvoir avec son époux le prince Albert. Cette année-là est évoquée et soutenue la première exposition universelle au monde. S'ensuit alors la construction du lieu qui nous intéresse aujourd'hui et qui deviendra mythique par la suite, le Palais de Cristal. Bon, déjà entre nous, tenir la première exposition universelle au monde, c'est une belle prouesse. On aurait pu mettre n'importe quoi à l'intérieur de ce bâtiment, ça aurait quand même été classe. Mais là, mettre l'intégralité de cette exposition dans un palais faisant 534 mètres de long, composé de 300 000 panneaux de verre et 3300 colonnes, tout ça construit en l'espace de 8 mois, et ben c'est encore une plus grande prouesse. Hein? 534 mètres de long, 300 000 panneaux de verre pour 8 mois de construction? Pour moi, c'est pas une prouesse, mais plus un miracle. Mais d'abord, à quoi ressemblait ce palace de cristal? La représentation Wikipédia. Essayons de comprendre l'échelle. Voici le côté gauche.
Tout ça est sacrément impressionnant, hein. Mais attendez, y a mieux. Sauf qu'elle a duré 6 mois cette exposition. Et à la fin d'une exposition, on la démonte, non? Donc c'est comme ça que se termine le palais de cristal alors. Cette histoire ne s'arrête pas là, puisque le palais, une fois l'exposition terminée, fut démonté pour être reconstruit à Sydenham Hill, au sud de Londres. Oh oui, tiens, pourquoi pas. Rien n'arrête notre peuple à charrette. Le palace a été un énorme succès. Ils ont donc décidé de déplacer et de reconstruire sous une forme agrandie, quelques années plus tard, une structure de 564 mètres de long. À titre de comparaison, c'est 3 fois plus grand que la cathédrale de Saint-Paul de Londres. Mais là, on nous explique que la structure de fonte et de verre de 4210 tonnes a été entièrement démontée pour être reconstruite. Quelle histoire étonnante. Mais allons voir à quoi elle ressemble. Voici la nouvelle version, encore plus grand, avec de nouvelles ailes. Ils y ont inséré 2 tours géantes de chaque côté de l'édifice. Le palace est désormais gigantesque. Regardez la taille des gens à côté. Une vue aérienne, vraiment, démontée, remontée, en 1850. Admirez le parc qui a été construit aussi. Des fontaines, un parc tout entier. Et ce monstre de verre et de métal en plein milieu. Et donc forcément, il a fallu construire une gare, avec des arches faites toutes de briques, et les allées pour y accéder. Des colonnes qui ressemblent à de la pierre, mais qui sont en fait des briques. Et juste pour rigoler, la gare qui a gardé le nom du palace d'antan, y a construit une petite aile, commémorative. Et oui, de cette merveille, il ne reste que ces vestiges modernes minables. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. In 1851, the Crystal Palace covered 18 acres in Hyde Park, London. 3 years later, it found a final resting place at Sydenham, where, beneath its vast glass roof, exhibitions and displays of all kinds were held. From its 260-foot twin towers, Londoners looked with pride over the ornamental gardens into 8 different counties. Then in 1936 came the spectacular fire which completely destroyed the 82-year-old veteran of hallowed memory. These exclusive Pathé pictures of the blaze vividly recall the passing of the £1,500,000 glass house. Le feu a été très violent. Il pouvait se voir à 10 km à la ronde et a nécessité des centaines de pompiers et policiers qui n'ont malheureusement pas pu sauver le bâtiment. Et non, malheureusement, on n'a rien pu sauver. Seule une partie de l'aile a survécu. On s'est empressé de raser. Mais il reste tout de même les 2 tours jumelles, vous me direz. The moment of execution has arrived. At a given signal, the explosive is fired and up she goes. A great hole is torn in its base and down comes 1,000 tons of steel and glass. Et oui, tout doit disparaître. Plutôt triste comme fin, n'est-ce pas? Mais vous allez voir, c'est pas l'exception, mais la règle. Après Londres, petit tour rapide en 1852 à Cork, au Royaume-Uni. Le seul dessin dont nous disposons. Vous remarquerez derrière la structure cylindrique, une verrière. On dispose de très peu de dessins, mais celui-ci pour se rendre compte de la grandeur de l'exposition. On dispose quand même d'un dessin de la construction. Et vous voulez savoir ce qu'est devenu le hall principal de cette exposition? Ça, un bâtiment sans âme, avec des colonnes cylindriques sans aucun détail, qui traversent le bâtiment de haut en bas. Et ça continue. New York, 1853. Exposition de l'industrie de toutes les nations. Tiens, ça vous dit quelque chose? Elle visait à présenter les nouvelles réalisations industrielles du monde et à démontrer la fierté nationaliste d'une nation relativement jeune. Et le voici, avec son dôme, ses tourelles, qui ressemblent à des minarets de mosquées, ses décorations superbes, son entrée digne d'un palais oriental. Il y en avait de chaque côté. Structure géante construite en plein milieu de la ville. Et son intérieur, très similaire à celui de Londres. Toutes ces statues colossales. Et cette structure incroyable. Avec un dôme comme emprunté à une église. Mais on a de la chance, il existe une seule et unique vraie photo du palace. Et la voici. Que dire? Les rues sont désertes. Au premier plan, on dirait une décharge. Notre contrôleur, figurant, est bien présent. Mais surtout, quel contraste. Admirez les cabanes en bois primaires. Mais qu'est-ce qui peut justifier une telle différence entre ces cabanes faites à la va-vite et cette splendeur si rare en arrière-plan? On a le droit à 2 dessins de la construction, toujours aussi convaincants. Aucune vraie photo bien sûr. Quand on voit les constructions américaines, 10, 20, voire 30 ou 40 ans après, on a vraiment du mal à les imaginer. Construire un palace de cristal. Donc que nous dit Wikipédia? L'exposition n'a pas eu de succès financier. Après des retards de construction, la foire a perdu 100 000 $. Et à la fin, les pertes s'élèvent à 340 000 $. À côté du palace de cristal se trouvait l'observatoire Lighting. Une tour de 96 mètres de haut, qu'on nous dit avoir été en bois. Mais comment ça en bois? Cette grande tour ressemble plus à la tour Eiffel, et j'ai du mal à discerner une quelconque pièce de bois dessus. Cette structure était la plus
plus hautes de New York, depuis sa construction jusqu'à son incendie en 1856, et où elle est partie en cendres. C'est le seul dessin que j'ai trouvé. Voilà pourquoi il fallait nous laisser penser qu'elle était en bois sûrement. Sinon, comment justifie qu'un tel édifice parte en fumée de cette façon? Et donc 1856, l'observatoire brûle, et bien évidemment, le palais a été détruit par un incendie en 1858. Tout finit en cendres. 2 ans après l'incendie de la tour, le palace n'avait aucune chance. Aucune information spéciale, juste il a brûlé un jour. On enchaîne avec 1853, Dublin, Irlande. Elle a duré de mai à octobre, entièrement financée par un seul homme. Au départ, ils avaient prévu 100 000 $. À l'arrivée, il a fini par donner 400 000. Intéressant, les visiteurs ont été frappés par la qualité du bâtiment plus que par les objets qu'il contenait. Ce qui a frappé les critiques, c'est la rapidité avec laquelle il a été érigé, seulement quelques mois. Et la suffisance de ses plans et l'énorme masse de ses matériaux soigneusement travaillés. Et je vous laisse admirer la photo choisie par Wikipédia. Sur ce dessin, on a plus l'impression que le bâtiment est fait en paille. Mais allons voir à quoi il ressemblait. Gigantesque avec un revêtement blanc. Aucune information sur les matériaux utilisés. Observez le dôme central juxtaposé d'un autre dôme et d'un troisième petit. Regardez la taille des poutres. Les gens au balcon et les gens ici. Cette structure était gigantesque. Quel dommage d'avoir tout rasé sans même prendre une seule photo. Parce que oui, bien sûr, ce bâtiment n'existe plus aujourd'hui. Non, on se rend à Munich en 1854. L'exposition industrielle générale allemande. Une fois n'est pas coutume, quasiment aucune information. Elle a été réalisée en verre et en fonte sur 2 niveaux. 2 étages pour plus de 234 mètres sur 67 mètres. Et d'une hauteur de 25 mètres. On nous dit qu'il y a eu des cas de choléra avec 3000 morts. Des médailles ont été données. Et puis c'est tout. Encore un choix curieux de la photo Wikipédia. Intéressant, mais où est la structure? La voici. Observez sur le côté le gigantisme. On a la chance d'avoir quelques photos, mais malheureusement de mauvaise qualité. Voici un dessin pendant l'exposition, avec tout le bric-à-brac. Cette structure qui paraît disproportionnée par rapport aux besoins d'une petite exposition. Après l'expo, le Glass Palace a été utilisé comme jardin botanique. Jusqu'à ce que, bien sûr, qu'il brûle, comme tous les autres. Différents lieux, même époque, mais toujours même fin. Un énorme brasier à tout raser. À croire que les palais de glace ont une malédiction. Vous vous demandez pourquoi vous en avez jamais vu? C'est parce qu'ils ont tous brûlé quelques années ensuite. Avant de continuer, on a donc Munich en 1854, Londres 1851, New York 1853 et Paris alors dans tout ça. Oh oui, impossible n'est pas français. Vous vous rappelez du palace de l'Expo de 1849? Tout a été rasé et à la place, on a le droit à ça, le palais de l'industrie.
on va cette fois aller plus vite parce que vous commencez à connaître la recette. Un dessin minable qui ne rend que très peu compte de la taille de l'édifice. Notre cher Napoléon III qui, en mars 53, par décret, décide de la tenue de la première exposition universelle en France. Mars 1853, ouverture quelques mois plus tard, alors que la France est engagée en guerre de Crimée, qu'elle a coûté des sommes astronomiques au pays. On a le droit à un gigantesque palais d'une façade de 208 mètres, haut de 35 mètres, avec 408 fenêtres, vraiment, construit en quelques mois. Admirez tous les détails. Quelle véritable splendeur. On a le droit à quelques photos de ce monstre. Quel décalage par rapport aux besoins et capacités de l'époque. Pourtant, on nous dit que ce super complexe a bien été construit. Parce qu'en plus de ça, ils ont rajouté le Palais des Beaux-Arts, une galerie des peintures, un amphithéâtre, seul vestige de l'exposition, mais aussi, et j'ai failli passer à côté, ce bâtiment immensément long, qu'on nous dit avoir été rajouté par manque de place au dernier moment. Cette annexe, dite la galerie des machines, mesurait 1200 mètres de long pour 17 mètres de haut. 1 km 200 pour une annexe qui n'était pas prévue. On a la chance d'avoir 2 photos de construction. Cette première, que voit-on? Aucun ouvrier. Ces blocs de pierre comme posés au sol, quelques cordes tendues. Et cette deuxième, non en noir et blanc mais en sépia cette fois. Et que peut-on observer? Des échelles de bois d'un autre temps. Mais vous ne me remarquez pas? Les blocs de pierre au sol. 2 appareils photo, mais pourtant la même photo, au même endroit, au même moment. Et dire qu'on nous vend ça comme la preuve numéro 1 de la construction de ce chef-d'œuvre. Et petit bonus, j'ai trouvé cette photo. Œuvre de Charles Marville, mon grand ami. Et à chaque fois, Charles est là où on ne l'attend pas. Pas une photo de la construction, mais à la place quoi? Une photo de l'urinoir juxtaposant l'édifice. C'est vrai que c'était le cliché le plus intéressant à faire pour le photographe officiel de la ville de Paris à l'époque. Mais avant de voir la fin du palais, un petit tour par son intérieur et le contenu de l'expo. Impressionnant, on peut voir ici les espèces de vitraux, mais qui semblent placés dans un hangar. Pour ce qui est du contenu, je passe rapidement. Ça avait l'air tellement inintéressant. On n'y voit presque personne. Vraiment, un palace pour exposer quelques statues ici et là. Mais surtout ce qui m'a frappé, c'est ça. Imaginez un peuple qui dépense des millions. Le panneau qui indique le restaurant est une vulgaire affiche. Tant de préparation, tout ça pour une expo. Et à l'arrivée, la buvette, le panneau, l'espèce de toile tirée est mise à la va-vite. Et que dire du balcon et de cette toile qui semble sale et rajoutée. Mais bon, qu'est donc arrivé au palais de l'industrie? Chose étonnante, il n'a pas brûlé. L'édifice a été détruit à partir de 1896. On nous fournit cette image de la destruction. Mais soyez attentifs à ces ouvriers perchés en haut, cassant pierre par pierre à la main. On nous donne aussi cette photo, ou plutôt cette mise en scène, parce qu'au premier plan, c'est bien une photo. Des blocs de pierre, une statue. Mais que voit-on derrière? Ceci n'est pas une photo, c'est un montage. Ils y ont inséré la représentation vue précédemment. Mais pourquoi avoir besoin de truquer une photo et dire qu'il s'agit ici de destruction? Je pense qu'ils n'imaginaient pas que 130 ans plus tard, des gens scruteraient dans les détails les photos qu'ils nous donnent. Mais enfin, il a tout de même disparu. Voici le seul reste. Vous reconnaissez? C'est la statue de la porte d'entrée, laissée à l'abandon, même pas lavée. Quel désintérêt profond pour cette merveille, totalement disparue de l'esprit des Parisiens et des Français. Mais pas le temps de s'apitoyer parce qu'on enchaîne. Bruxelles, 1856. Grandiose. Mais de quoi était capable ce peuple? 1857, Manchester. Eux également y sont allés, même configuration, plusieurs dômes, des rosaces en verre, des structures immenses. Il existe une seule photo et bien sûr, il a été rasé. Nous voilà en 1860 et cette fois c'est le Canada qui s'y met. On a d'abord Toronto qui nous fait cette absolue merveille. Un coup d'œil sur la route en bout, en bas. En haut cette superbe rosace, cette grande structure pleine de détails. Et en haut cette décoration comme empruntée à une église, sublime. Un énorme décalage entre cette perfection et les quelques habitants et leurs charrettes. Mais je vous la fais courte, bien sûr, tout a brûlé. C'est pas très clair, mais apparemment un deuxième palace a été construit, très similaire, avec moins de détails et moins haut. Mais allons directement à la conclusion. Le palace de cristal de Toronto a été détruit par le feu en 1906. Autour de Montréal de faire une exposition industrielle. Bâtiment similaire avec tellement de détails sublimes. On a le droit à une jolie photo de la fine équipe. Admirez la façade gigantesque. Il a été réutilisé pour une autre expo de 1884 avant de brûler quelques années plus tard. Vous commencez à en avoir l'habitude. Après le Canada, cette fois on va de l'autre côté du monde. On se rend en Australie où il y aura des expositions presque toutes les années. Melbourne, Geelong, Brisbane, Sydney. Voici le bâtiment d'exposition de Brisbane. Celui-ci construit pour une autre ville. Celui fait pour l'exposition de Melbourne. Je porte votre attention sur la route qui borde le bâtiment, dans un état lamentable, et une affiche posée à la hâte pour annoncer l'exposition. Ils ont presque tous été rasés sauf celui-ci. L'Australie est pleine de surprises, et on ne se doute pas de toutes les merveilles qu'on peut y trouver. À Sydney, ils nous ont même construit ça. Cette impression de déjà-vu avec des tours de minarets de mosquées, des espèces de rosaces en verte immenses, et nos figurants contrôleurs avec leurs charrettes. Sydney nous a gratifié d'une grande exposition également, avec un palace digne des plus belles cités italiennes. On dispose
dispose d'une ou deux photos, assez imprécises et de loin. Celle-ci que j'ai trouvée assez parlante. L'édifice à l'arrière et devant, une cabane qui colle plus avec les technologies de l'époque. Le ticket office, fait de tôle et de bois bien sûr. Mais le palace n'a survécu que quelques années. Vous vous doutez ce qui s'est passé. En 1882, le palace a brûlé. J'ai lu des articles qui disaient que cet incendie est le plus gros que l'Australie n'ait jamais connu à l'époque. Et nous voilà de retour en Europe avec l'Angleterre qui, en 1862, décide de remettre le couvert avec Londres, l'exposition internationale. Un bâtiment en fonte pesant 12 000 tonnes. Une méga structure magnifique faite de pierre. Une véritable splendeur avec des similitudes avec celui de Paris, avec un tour en pierre travaillé et au centre, des dômes et plafonds composés de verre. Admirez la taille de l'une des nombreuses portes. Cet intérieur parfait, des inscriptions en latin et de superbes vitraux. Et comme à chaque fois, ces mêmes dessins qui nous laissent perplexes sur les moyens utilisés. Mais la question c'est que se passe-t-il dans le reste de Londres de cette époque? La très connue gare de Saint-Pancras était en pleine construction. Cette gare grandiose qui a plus des allures d'un château d'un autre temps ou encore un palace impérial. Et quand on pense qu'on nous dit qu'il venait à peine d'achever Big Ben, avec sa cloche pesant 13,5 tonnes, qui a quelques années des travaux ont été entrepris. Ça a pris plus de 5 ans et des millions de livres pour simplement nettoyer et repeindre l'horloge et la tour. Plus de 150 ans après, avec nos technologies et nos moyens. Alors imaginez pour construire et réaliser cette merveille de perfection. Mais heureusement, on a un dessin qui vient faire taire toute possibilité de doute. Nous voilà rassurés. Une petite passerelle, 2 hommes avec un pinceau et tout est réglé. Comment peut-on accepter ces dessins qui ne montrent rien face aux miracles qui ont été réalisés? Et petit bonus, 1863, c'est aussi l'année qui a vu l'inauguration du premier métro de Londres, le plus vieux du monde. Je vous laisse voir les images. Un chantier réellement impressionnant, avec quelques hommes et des brouettes. Faire plusieurs centaines de kilomètres sous terre, une première mondiale, et pas la trace d'une technologie. Pour comparer les machines utilisées aujourd'hui, et ça nous prend tout de même des années pour réaliser ces tâches titanesques. Mais bon, qu'est devenu le palace de South Kensington? Aujourd'hui, il est disparu, et à la place, on a le Science Museum. On y a également construit le Victoria and Albert Museum, bâtiment gigantesque sur plusieurs étages. Mais ce qui a remplacé le palais, c'est vraiment ça. Une espèce de cathédrale-château aux dimensions incroyables, avec ses multiples tours, aujourd'hui libre d'accès. L'intérieur est à couper le souffle. Je trouve ça incroyable de se dire que toutes ces prouesses ont été réalisées durant la même période. Mais avant d'attaquer d'autres gros morceaux, un petit tour par Porto. Il pourrait être à Manchester ou autre part. Une très grande structure parfaite. On nous fournit une photo de construction mais étonnant vu les gravats devant. Et ce dessin presque comique avec la charrue et les bœufs. Bien sûr aujourd'hui tout a disparu. Un rapide passage par Dublin la même année. Un mélange de pierre et de verre avec ses rosaces si caractéristiques. On a même le droit à un palace entièrement de verre. Et on repart en voyage en Nouvelle-Zélande. Une exposition mondiale qui a réuni 31 250 personnes. La Nouvelle-Zélande, littéralement l'autre bout du monde. En 1850, depuis l'Europe, cela prenait de 75 à 120 jours pour se rendre sur cette île perdue. Mais pourquoi pas y faire des expositions internationales? Y faire nos barrières en bois? Je ne connaissais rien de la Nouvelle-Zélande. Et j'ai été surpris de découvrir différentes structures, des bâtiments financiers et administratifs exceptionnels. De superbes églises et universités, des cathédrales diverses, construites en 1878, avec leur intérieur qui ne diffère presque en rien de nos cathédrales censées être du Moyen-Âge. Je pensais vraiment pas trouver ça en Nouvelle-Zélande. Cette ville minuscule de Dundee a organisé plusieurs expositions aux dimensions hors normes. Mais il y a eu d'autres expositions en Nouvelle-Zélande. Un autre exemple, regardez la taille de ce bâtiment. On a le droit à cette photo, absolument incroyable ce qu'ils étaient capables de faire. Mais bien sûr, quasiment tout a été détruit, avant de continuer vers la dernière partie. Petit récapitulatif. On a donc l'ère des palaces de cristal, suivi de celle des palais de pierre et de vitres. Nous voilà arrivés au temps de l'édification de villes entières. La capitale française va littéralement détruire la concurrence. L'exposition universelle de 1867 marque un réel tournant dans ce que nous offre le peuple du 19e siècle. On ne parle plus ici d'une seule structure, mais d'un nombre incroyable d'édifices. L'exposition se tient dorénavant sur le Champ de Mars, lieu où se trouve actuellement la Tour Eiffel. On y trouve tout un tas de constructions, des églises, des tours au milieu de lacs, des palaces, des reproductions de temples des 4 coins du monde, de pavillons encore presque jamais vus, mais surtout, nouveauté, un stade colossal y a été construit. Ce stade, aux dimensions encore jamais égalées, se nomme le palais Omnibus et est le symbole de cette exposition. Mesurant 380 mètres par 495, 156 000 mètres carrés, composé de 6 millions de rivets pour tenir 135 000 tonnes. Par comparaison, cela représente 3 fois la superficie du Stade de France. Alors qu'en 1867 viennent de se terminer les grands travaux de Paris, réalisation de Haussmann avec ses 30 000 immeubles, ses centaines de kilomètres d'égouts et autres gares et églises. À peine tout ça fini et on est parti pour une exposition de 66 hectares. En
1864, encore Napoléon III décide de la tenue de la prochaine exposition universelle et à peine 3 ans plus tard, tout est réalisé. Pour le palais Omnibus, jamais un bâtiment aussi vaste n'avait été construit en si peu de temps. 2 années. Et on ne parle pas ici d'une structure vide, avec des sièges en plastique et une pelouse au milieu, mais bien d'un complexe géant, de plusieurs galeries d'exposition circulaires, menant tous sur une cour centrale de toute beauté. Comme si l'édification de ce colosse ne suffisait pas, ils se sont même lancés dans des pavillons. Et pas les petits pavillons, on parle ici de véritable splendeur. Avec à gauche, on a carrément un temple égyptien, en plein milieu de Paris. Il y en avait de tous les côtés pour tous les goûts. Beaucoup d'édifices, orientaux ou moyen-orientaux. Et dire qu'au milieu de tout ça, il y avait le palais Omnibus. Les abords étaient grandioses. On est carrément un cran au-dessus. Imaginez tout autour, pour une superficie 3 fois supérieure à celle du Stade de France. Et à l'intérieur, on est très loin de la froideur de notre stade national. Avec sa composition en béton sans vie, dépourvu de tout détail. Non, là ici, rien à voir. Tout y est démesuré et travaillé. Mais alors qu'en est-il de cette exposition universelle, bien plus grande que le Champ de Mars actuel? Eh bien, toutes ces installations qui sont décrites comme éphémères, d'un coût de près de 12 millions de francs, seront démontées dès la fin de l'exposition. Tout ce que nous venons de voir a été littéralement effacé pour laisser la place à quoi? À ça, le nouveau palais du Champ de Mars. Une bâtisse disproportionné. 11 ans après, le Champ de Mars a fait peau neuve et à la place on a ses splendeurs. L'exposition universelle de 1878 dépasse toutes les limites. Nouveauté lors de cette exposition, on aperçoit en face le palais du Trocadéro. J'en ai parlé au tout début de la vidéo, mais quel décalage avec l'architecture que l'on trouve aujourd'hui à Paris. Il est garni de 2 ailes circulaires, la vue arrière, un palais qu'on a du mal à imaginer au cœur de la capitale. Mais pour revenir au palais de l'exposition, les dimensions sont tout bonnement extraordinaires. Occupant une surface de 420 000 m². C'est un vaste rectangle, occupant presque tout le Champ de Mars. Rendez-vous compte que ce super stade n'occupait qu'une partie du Champ de Mars. Cette fois, il recouvre l'intégralité de la surface. Encore un chiffre aberrant, il ne faut que 19 mois de travaux pour préparer la manifestation. Difficile de concevoir sa taille, avec ses 4 tours au chaque coin et sa porte centrale. On a la chance d'avoir quelques photos, admirer les dimensions de chacun des coins. On a même le droit à la tête de la Statue de la Liberté. Mais quelle grandeur une fois encore, et ce style, à croire qu'il s'agit d'un autre pays. Son intérieur n'a rien à envier aux plus belles cathédrales. La taille des galeries, et les détails et le soin apporté à son design nous laissent bouche bée. Du mur au plafond, tout y est incroyable. Quel accomplissement presque un siècle et demi en arrière. Il y a des cours extérieures avec jardin, des halls d'exposition innombrables. Quelle taille avait ce palace extraordinaire. Mais non content de cet exploit, à la fin de l'exposition, on a tout rasé pour à la place y construire tout ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? La capitale, pour l'exposition universelle de 1889, a vu émerger un tout nouveau Champ de Mars. De multiples bâtiments aux dimensions impressionnantes et une tour en métal de plus de 300 mètres de haut. On reprend tout de zéro pour une exposition répartie sur 96 hectares. Avec toujours ce même modèle de construire des villes entières. Devant le palais du Trocadéro, on y a construit des véritables châteaux. Il y avait des pavillons partout. Les bords de Seine se sont vus garnir de bâtiments incroyables, de bâtisses exceptionnelles. Je ne peux bien sûr pas tous les montrer, mes petites sélections. Cette fois, on monte carrément en gamme. Un temple mexicain, le pavillon de la Bolivie avec 2 autres en arrière-plan, celui pour représenter le Brésil, le pavillon de l'industrie du gaz. Quelle merveille pour des constructions qu'on nous dit temporaires. Et dire que tout ça c'est juste de la décoration. Parce que sur le Champ de Mars, on voit apparaître le palais des Beaux-Arts et des Arts libéraux. Ce palais le voici, au pied de la Tour Eiffel. 2 immenses dômes, tout en pierre. 2 bâtiments identiques comme hall d'exposition. On a le droit à des annexes des galeries, que l'on peut voir sur cette photo. Magnifique. Et nous voilà arrivés au Palais des Industries Diverses, situé au milieu de l'allée centrale. Il est pour moi l'une des plus belles merveilles que la ville ait connues. Ce toit composé d'or et cette statue monumentale, sa façade remplie de détails exceptionnels. Son intérieur est grandiose, des peintures et des dorures partout, une pure définition de la grâce. Et derrière, nous avons la galerie des machines, véritable monstre de métal, une méga structure quasi sans pareille, large de 115 mètres, haut de presque 50 mètres et long de 420 mètres. Sans appui intérieur, une conception révolutionnaire, des piliers travaillés, à peine posés au sol, aucun pilier central, admirez l'espace quand il est vide. Une fois rempli, ça donne ça. On a du mal à se rendre compte de la taille de cet édifice. Grande nouveauté, on utilise pour la toute première fois le grand espace face aux invalides. On l'aperçoit ici et devant, une autre petite ville y a été construite. On y a créé le village des colonies, toutes sortes de pavillons comme d'habitude. Mais surtout, on y a construit le palais de la guerre, avec une façade de 150 mètres, tellement grand qu'on ne peut avoir l'intégralité de la façade, avec une espèce d'entrée de château médiéval. Quel design époustouflant. Que de ressources et de moyens utilisés pour accomplir toutes ces splendeurs. Qu'est arrivé à cette superbe version du Champ de Mars? Il a forcément été réutilisé? Eh bien non.
Voici sa toute dernière version, dans un tout autre style. L'exposition universelle de 1900, surnommée l'exposition du siècle, est pour moi la plus incroyable de toutes. Ça en devient presque ridicule. Le palais de l'électricité fait son apparition, aux dimensions gargantuesques. Un palais entièrement électrifié et éclairé durant la nuit, l'une des principales attractions. Son intérieur est stupéfiant, un véritable château féerique, des verrières de toutes les couleurs, des salles et des couloirs aux décorations encore jamais vues. Observez les plafonds et la profondeur des couloirs. Et ça, ce n'est que le bâtiment central. Sur les côtés, il y a 2 nouveaux halls d'exposition, avec des portes grandioses. Admirez la profondeur des bâtisses. Et vous remarquez en arrière-plan, Paris a décidé de construire une grande roue, avec des dizaines de wagons de train comme cabine. La grande roue de la capitale est à l'époque la plus haute du monde, haute de 96 mètres. En plus de la tour Eiffel, ce géant de métal prend place dans la capitale. Notre champ de Mars présente une fois encore un tout nouveau visage. Au pied de la tour Eiffel, tout a été effacé et on a tout reconstruit. Dans l'espace devant le palais du Trocadéro, une nouvelle exposition coloniale est apparue. Une petite vue rapide, mais quel spectacle à l'époque. Et le long de la Seine, absolument exceptionnel. Paris a construit dans un temps record, avec des technologies rudimentaires, des villes entières destinées à être rasées par la suite. Mais de quoi était capable ce peuple avec leur technologie de l'époque? Imaginez l'effet produit plus d'1 siècle en arrière. Et où menaient toutes ces impressionnantes structures à une autre nouveauté de l'exposition, le Grand et les Petits Palais. J'en ai parlé au tout début, mais quel accomplissement. Ces 2 splendeurs, construites pour l'occasion, ont été reliées par un tout nouveau pont à l'esplanade des Invalides. Il s'appelle Pont Alexandre III, avec ses statues colossales, ses détails de toute beauté, et qui menaient vers, vous commencez à le connaître, l'hôtel des Invalides. Pour 1889, on avait fait fort avec un palais cambodgien, un palais de la guerre et tout un tas de pavillons. Mais cette fois, on fait encore plus fort avec de gigantesques palaces. Des tours avec des statues qui maintiennent un dôme de chaque côté. Les pavillons sont bien effacés et à la place, on a ces réalisations d'exception. Imaginez à quoi ressemblait la capitale à l'époque. Et à côté de cet immense complexe, il y avait la fameuse porte de l'exposition. Cette réalisation est si spéciale. Quelle architecture étrange, mais surtout, je pense qu'il est difficile d'imaginer la taille qu'elle avait. Tout ça est tout bonnement extraordinaire. Je dois avouer que si je n'avais pas eu les photos de cette exposition, je n'aurais pas pu croire que 120 ans en arrière, pour un peuple qui se déplace toujours à cheval, tout ceci a été construit dans un temps record. L'exposition de 1900 arrive comme point d'orgue de 50 années d'exposition, avec des exploits tout plus hors normes les uns que les autres, parce que par la suite on ne verra plus jamais quelque chose d'aussi exceptionnel que l'exposition de 1900. Et vous avez peut-être remarqué, mais je n'ai même pas parlé de la tour Eiffel. C'est pas un oubli, c'est juste que j'ai gardé ce si beau morceau pour la fin. La tour Eiffel n'a pas été dessinée par Gustave Eiffel, mais par les ingénieurs Koechlin et Nouguier. Eiffel a racheté les droits pour construire à son nom, sur le champ de Mars, le plus haut monument du monde lors de l'exposition universelle de 1889. Le projet est loin de faire l'unanimité. De nombreuses voix s'élèvent contre ce monstre disgracieux qui pourrait défigurer la capitale. Mais Eiffel soutient que son œuvre sera utile à la science. Construite en 2 ans, 2 mois et 5 jours, de 1887 à 1889, par 250 ouvriers, cette prouesse architecturale mesurera 300 mètres. Au premier niveau, les pièces sont montées à l'aide de grues pivotantes fixées sur le chemin des ascenseurs. Entre 30 et 45 mètres de hauteur, on utilise des échafaudages adaptés aux poutres de 70 tonnes utilisées pour le premier étage. Le deuxième étage est situé à 115 mètres au-dessus du sol. C'est de là que la vue sera la meilleure. Le troisième étage se trouve à 275 mètres de hauteur. L'accès se fait obligatoirement par un ascenseur. Véritable forêt de métal composée de 7000 tonnes d'acier, la tour Eiffel crée une polémique. Elle sera sauvée de la destruction en devenant une antenne radiophonique. La tour Eiffel, devenue le symbole de Paris à travers le monde, veille sur la capitale, tel un phare incontournable. Et oui, aujourd'hui, elle veille sur Paris. Mais pour moi, elle surtout témoigne d'un passé dissimulé ou si peu valorisé que cela en devient même suspect. Donc comme on vient de l'entendre, elle a été construite en un peu plus de 2 petites années par 250 ouvriers. À titre de comparaison, la grande roue de Paris qu'on a vue précédemment a été démontée à partir de décembre 1920 et le démontage s'est terminé en avril 1922.
2 ans et demi pour cette simple tâche. Mais là, faut les imaginer en 1880. Se dire, c'est parti pour les fondations. On va faire 4 énormes piliers à 15 mètres de profondeur. Faire tout ça en briques ou en pierre, avec comme seul équipement des hommes équipés de pioches. Et ensuite, on va se lancer dans ces 4 gigantesques piliers, inclinés à 45 degrés, pour supporter un édifice de plus de 300 mètres de haut, pesant 10 000 tonnes. Imaginez que la moindre approximation, la toute petite erreur au niveau des fondations, et l'édifice pourra s'écrouler d'un seul bloc. Quand on y réfléchit, accomplir le premier étage est déjà un exploit en soi. Ces 4 piliers de métal qui se rejoignent et qui donnent naissance à cette grande plateforme. Puis ensuite, continuer l'ascension jusqu'à une autre plateforme à plus de 100 mètres du sol. Et enfin, continuer les travaux pour atteindre le dernier étage à 276 mètres de hauteur. Essayez d'imaginer en 1880. Aucune grue, quasi aucune machine. Une prouesse encore jamais réalisée. Des moyens plus que rudimentaires. 250 ouvriers, 2 ans. Cette photo est très connue, mais celles que je viens de vous présenter le sont beaucoup moins. Et je pense savoir pourquoi. Il y a toujours cette drôle d'impression. Au premier plan, c'est bien une photo, il n'y a absolument aucun doute. Mais à chaque fois, la même impression d'avoir affaire à un dessin en arrière-plan. J'ai passé plusieurs heures à regarder chacun des clichés, à chaque fois pareil. En bas, une photo nette et précise. Et plus on remonte, plus c'est flou, voire carrément brouillon. Regardez le bas ici et le haut. Pourquoi une telle différence? Et pareil pour ce cliché, si on peut l'appeler ainsi. Au premier plan, on a clairement une photo, avec quelques personnes ici et un lampadaire. Mais plus on remonte, plus on a cet effet étonnant. Pour moi, nous avons ici un montage entre une photo et un dessin en arrière-plan. Mais pourquoi ce drôle d'effet? C'est peut-être dû à la qualité des objectifs de l'époque, c'est possible. Ça pourrait expliquer que la partie en travaux est presque toujours noire et qu'on ne peut y discerner presque aucun détail. Mais aussi pourquoi aucun cliché, des voies d'acheminement des matériaux. On a ici un micro-chemin de fer minable. Après tout, fallait seulement ramener sur le chantier 2 500 000 rivets et plus de 18 000 pièces de fer. Des poutres de plusieurs dizaines, voire centaines de tonnes. Tous ces exploits en 2 ans, 2 mois et 5 jours. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a juste des éléments qui m'échappent, mais ce dont je suis sûr, c'est que la grande dame résume assez bien tous ces exploits du 19e siècle et m'amène toujours sur la même question. Comment ont-ils fait? Et au-delà du comment, la tour Eiffel m'amène sur le pourquoi. Pourquoi elle a survécu elle? Comme vous l'avez entendu, elle devait être démontée. Et elle a survécu pour en faire une antenne radio. Dire qu'aujourd'hui on dépense des fortunes et qu'on vient des 4 coins du monde juste pour l'apercevoir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on peut se demander pourquoi on ne l'a pas démontée. Parce que tout autour, ça a été une véritable hécatombe. Fini les palais, pavillons et autres grandes roues. La tour Eiffel est aujourd'hui comme seule et totalement isolée. On y a même enlevé certains de ses plus beaux détails que l'on voit ici au premier étage, pour en faire quelque chose de lisse et sans âme aujourd'hui. À ses pieds, le faste d'antan est bien loin. On y a méticuleusement retiré chacun des éléments qui se trouvaient tout autour. Les merveilles de l'exposition de 1900 ont été littéralement effacées. On a même presque du mal à croire qu'il s'agit du même endroit. De chaque côté des berges, tous ces incroyables bâtiments ont totalement disparu. De part et d'autre de la Seine, tout a été complètement rasé pour y mettre à la place des arbres ou tout simplement agrandir les quais. C'est à peine croyable la différence. Au niveau de l'esplanade des Invalides, même punition, quasiment tout effacé. On peut voir ici que seules les 2 statues du pont ont survécu, mais derrière, absolument plus rien. Cet espace, autrefois grandiose, est aujourd'hui un lointain souvenir. De nos jours, on a le droit à quoi? Un terrain vague avec quelques buissons et de l'herbe mal entretenue. Et notre champ de Mars alors, celui qui a été témoin des plus grands accomplissements, il a eu le droit au même traitement, avec des pelouses et des buissons aux détails quelconques. À l'arrière du champ de Mars, la galerie des machines. Cette structure en métal dantesque a été démontée jusqu'à la dernière pièce. Notre incroyable palais de l'électricité, dernier du genre, a été démantelé le plus rapidement possible. Et le palais du Trocadéro, cette anomalie de la capitale. Une véritable boucherie rasée dans les années 30. Mais ce que je trouve le plus pervers, c'est qu'ils ne l'ont même pas complètement effacé. Ils en ont fait une version fade. En 1937, il a été décidé, et je ne sais pour quelle raison, d'enlever tout ce qui faisait sa grâce. Tous les petits détails de chacune des portes. Tout ce qu'on pouvait trouver sur les toitures. Toutes les différentes colonnes. Ça a été comme lissé ou dénaturé. Et quel résultat aujourd'hui? Une véritable horreur. À croire qu'on va en arrière. Mais pourquoi effacer ce si glorieux passé? Alors voilà. Cette vidéo aurait pu durer encore des heures, tellement la fin 1800 et le début 1900 a vu l'émergence d'expositions encore plus exceptionnelles. J'aurais pu également parler de Glasgow qui en 1901 nous a fait de véritables châteaux pour les raser comme d'habitude. Barcelone en 1888, Le Havre en 1868 avec ce type d'architecture qu'on ne reverra jamais en France. Mais aussi la Russie et son palais de cristal et ses bâtisses extraordinaires. De Londres qui en 1910 s'est allié avec le Japon. De Rio au Brésil en 1908 qui nous a fait carrément une exposition au bord de la plage, avec ses portes gigantesques, ses bâtiments totalement oubliés et ses merveilles. Dublin en 1907, avec ses bâtiments à perte de vue et au milieu cette espèce de Capitole cathédrale exceptionnelle. Mais aussi le Vietnam en 1902,
Ou encore l'Argentine à Buenos Aires en 1908. Et que dire de la Belgique, son double arc de triomphe et ses halls d'exposition innombrables. Et je pourrais continuer comme ça pendant encore longtemps, mais je crois que vous voyez où je veux en venir. On dirait que le monde entier s'est donné le mot pour réaliser des exploits que l'on ne reverra jamais par la suite. Mais je suis tout de même obligé de finir par les États-Unis. Ce pays qui est totalement dépourvu de l'architecture européenne va parvenir à accomplir un type d'architecture qu'on imagine uniquement en Europe, en Italie ou dans les plus anciennes villes du vieux continent. Mais je vais tâcher d'en faire une rapide présentation. D'abord, la Philadelphie, en 1876. Pour une expo exceptionnelle. Des halls espèces de palais de cristal, encore plus grands que ce qu'on a vu. Des bâtiments avec une architecture mélange entre l'Orient et l'Asie, pour lesquels si on n'avait pas eu quelques photos, on aurait eu du mal à croire qu'ils avaient même existé. Une exposition immense comportant plus de 200 bâtiments, à la taille à peine croyable. 200 bâtisses construits en 3 ans et pour laquelle seulement 4 ont survécu. Portland qui nous a fait une espèce de mini-ville surchargée avec toutes ces superbes structures. Cette architecture si soignée et d'une grande beauté. Son pont et son hall d'exposition en plein milieu du lac. Et bien sûr, tout a été effacé à la fin de l'expo. Saint-Louis et ses nombreuses structures. Son lac artificiel en plein milieu. On dirait plus un décor d'un film Disney. En photo, ça donne ça, monumental. Même les plus belles villes romaines ou grecques ne peuvent imaginer ça. Ils nous ont même fait un château médiéval en plein milieu. Tout ça par des Américains en 1905 et bien sûr rasé à la fin de l'exposition. Et là on arrive à Chicago en 1893. Chaque bâtiment est une merveille à lui tout seul. Construit comme d'habitude dans un temps record. Tous les bâtiments y sont incroyables. Imaginez le spectacle à l'époque. En 1893, l'effet produit sur le peuple. Ce peuple qui ne connaissait même pas les voitures. On nous dit qu'il a été construit des lacs et des canaux artificiels. À tous les coins de rue de véritables chefs-d'œuvre. Qui pourrait dire que ce monstre de pierre aux 1000 détails a été construit en quelques mois, à la fin du 19e, par des Américains. On y a construit une espèce d'arc de triomphe, posé sur l'eau avec de nombreuses colonnes. Et regardez la cour centrale, cette statue colossale. Et tout ça a été bien sûr électrifié. Et à la fin, évidemment, rien n'a été conservé. Et nous voici à San Francisco en 1915. Je suis obligé de passer rapidement, mais quelle frustration tellement il y a de choses à montrer. L'échelle des structures est démentielle. Il faut savoir qu'en 1906, San Francisco a subi un séisme. Il a ravagé une bonne partie de la ville et le reste a été consumé dans un énorme incendie. Et donc on nous dit que quelques années plus tard, la ville se lance dans un projet titanesque, avec une fois de plus un autre arc de triomphe, ceinturé par des colonnes de marbre. Et on ne parle pas ici d'une petite réalisation. Observez l'échelle, c'est peut-être encore plus grand que l'arc de triomphe parisien. Et donc qu'est advenue cette absolue merveille? Bien sûr, il fallait s'empresser de l'écrouler. Pourquoi après un séisme ravageur, il fallait tout effacer le plus rapidement possible? Et pour finir, on va se rendre à Buffalo en 1901. Cette exposition qui ferait pâlir les plus beaux parcs d'attractions du monde, qui dépensent des milliards, avec comme à chaque fois des dizaines de bâtisses. Une vue rapide de l'entrée principale. En photo, ça donne ça. Quel gigantisme! Puis on s'approche doucement dans cette superbe allée et ça nous mène là-dessus. Une tour de toute beauté, une réalisation si complexe, avec des détails difficiles à associer aux États-Unis. Finalement, c'est toujours la même chose. Face à tous ces exploits réalisés durant ces décennies, il n'y a que 2 explications rationnelles. La première, c'est que par le passé, nous disposions de technologies qui sont aujourd'hui disparues ou oubliées. Des machines, des moyens de transport ou un savoir-faire quelconque qui a été volontairement dissimulé. Et la deuxième explication, c'est que les habitants du 19e siècle pourraient ne pas être les réels auteurs de tout ce que nous venons de voir. Il est possible d'imaginer qu'ils aient éventuellement rénové, restauré ou nettoyé, mais il est difficile de concevoir que ces habitants aient tout réalisé en partant de zéro. Tout cela aux 4 coins du monde, dans un temps record, et en atteignant un tel niveau de complexité. Et donc si finalement les habitants de Buffalo ne sont pas les vrais responsables de tout ça, que toutes ces incroyables structures étaient là avant leur arrivée, alors ça expliquerait qu'il faille tout détruire le plus rapidement possible, qu'il fallait laisser le moins de preuves, et vous l'avez peut-être déjà compris, mais j'opte plutôt pour la deuxième option. Il me semble que d'après les photos qu'on nous donne, c'est matériellement impossible qu'ils aient accompli tous ces exploits. Pour moi, on ne peut imputer aux Américains toutes ces constructions que nous venons de voir. Mais si c'est valable pour les États-Unis, finalement c'est valable pour tous les autres peuples de la Terre. Ce qui m'amène à un retour en Europe pour conclure avec Vienne. Exposition universelle de 1873. On connaît maintenant la formule, une énorme exposition répartie sur des centaines de mètres, avec des galeries dans tous les sens. Mais ce qui a particulièrement attiré mon attention, c'est ce superbe dôme central, mais surtout cette porte qui ressemble à une arche. Observez les différents codes. 2 colonnes de chaque côté que l'on appelle corinthiennes, avec ses détails en haut. Cette statue avec cette femme et des anges autour. Mais surtout, les 2 anges avec des trompettes, se réunissant avec un logo au milieu. Et vous vous rappelez de Paris en 1855, pour le palais de l'industrie, 2 colonnes de chaque côté, au style corinthienne. Cette statue en haut, très similaire. Et au milieu, que voit-on? 2 anges avec des trompettes. Et cette espèce de fanion au centre. Et enfin, Chicago en 1893. C'est quasiment identique. Les 2 colonnes de part et d'autre, avec la même finition, une statue sur le dessus et,
Encore nos 2 anges équipés de trompettes se réunissant sur le même type de symbole à son centre. Et si en fait ces 3 édifices qu'on nous dit avoir été construits à des décennies d'intervalle étaient en fait l'œuvre du même peuple, ou peut-être de la même civilisation? Avec Vienne, c'est comme si les pièces du puzzle s'assemblaient. Vous remarquez au milieu ce symbole si spécial. Ici, nous avons une vue éloignée du dôme central. Et ce qui nous intéresse, c'est ce portail magnifique. Et vous remarquez en haut, il s'agit de la même chose. Certains pensent que ce symbole, c'est celui de Tartaria. Tartaria, c'est cet empire qu'on nous dit disparu depuis des siècles. Mais c'est aussi un nom de code pour dire qu'avant nous, il y avait plus grand. Que d'autres empires avant nous ont existé. Et que leur trace a été soigneusement effacée. Ça expliquerait donc que presque tous les bâtiments des expositions ont été écroulés. Et également que nous disposons d'aucune photo valable ou de dessin pouvant justifier les moyens techniques qui ont été utilisés. Bien évidemment, je n'ai aucune certitude, juste un faisceau d'indices. Mais on peut se poser tellement de questions. Est-il possible que, d'une façon ou d'une autre, notre passé nous est dissimulé? Qu'il existait des habitants vivant dans un univers bien plus complexe et riche, dans lequel nous vivions en paix? Est-il possible qu'il y ait eu plusieurs civilisations ayant découvert ou utilisé des choses qui nous dépassent et qui auraient atteint un niveau de développement extraordinaire? Et si finalement c'était ça la clé? C'est peut-être ça qu'il faut nous dissimuler. Les expositions universelles n'auraient été qu'un prétexte. Et ce n'est qu'ensemble que nous pourrons nous rapprocher de la vérité. Nous n'allons plus les laisser nous mentir. Tant reste encore à découvrir.